Bonjour à tous, nous sommes très heureux que vous participiez avec nous aujourd'hui au webinaire. Alors, mon nom est Michel Raymond, je suis conseiller au CETEC depuis bientôt 4 ans et d'entrée de jeu, j'aimerais remercier notre partenaire à l'événement aujourd'hui, Danton Rainville, qui est commanditaire et co-créateur du webinaire aujourd'hui. Quelques détails techniques. La présentation va durer jusqu'à 13 heures précisément. Nous avons deux personnes chargées du soutien technique, Noël et Chantal, que vous allez entendre de temps en temps. Vous ne les verrez pas. Vos questions, vous pouvez les poser dans la rubrique Q&A et le PowerPoint vous sera envoyé dans les 2 semaines qui suivent la présentation. Alors, maintenant, j'aimerais vous présenter nos deux panélistes, on pourrait les appeler comme ça. Alors, Claude Pellerin est, euh, est diplômé des HEC ainsi que il a une licence en droit ainsi qu'une maîtrise en droit des affaires. Pratique surtout en fusion-acquisition, transfert d'entreprise, financement public et privé, réorganisation, droit corporatif et planification fiscale et successorale. De la même firme, Jonathan Koch, qui est diplômé en droit de l'Université de Montréal et en sciences politiques de l'Université McGill, pratique également principalement en droit des sociétés, droit commercial et fusion et acquisition. Euh, Écoutez, maintenant on peut parler. Aujourd'hui, le titre est évident, c'est les acquisitions stratégiques comme levier de croissance. C'est ce qu'on va parler pendant 45 minutes avec 15 minutes de questions. Alors maintenant, j'aimerais vous parler rapidement du CETEC. Notre organisation, le CTEQ, c'est le Centre de transfert d'entreprises du Québec. C'est un organisme de développement économique. Je serais porté à vous dire que ce serait plus que ça. C'est un moteur économique. On aide, on coach les transactions. C'est un mandat qui nous est octroyé par le MEIE, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Le CETEC couvre toutes les régions du Québec et sa mission, c'est la pérennité des PME québécoises. On peut passer à l'autre slide. Alors, comme il se doit, nous avons une plateforme pour afficher autant des entreprises cédantes de façon confidentielle et les repreneurs. C'est un outil de recherche qui est très apprécié. Il ne faut pas perdre de vue que le conseiller du CETEX se joint toujours à le maillage, la transaction qu'il pourrait avoir comme conseiller neutre. Alors, ce qu'on promet, notre promesse, c'est pas une garantie de succès, mais d'avoir des meilleures chances de succès dans une transaction. Euh, Ça s'articule autour de 4 items, j'en ai parlé. Le service conseil, donc on a des conseillers partout au Québec. On a des occasions d'affaires, donc des entreprises à vendre et des acheteurs potentiels qui doivent être membres du CETEC pour avoir droit à notre plateforme. On a un réseau d'affaires, ce qui est important, dont Danton Rainville fait partie. Dans toute transaction, on a besoin d'experts. On parle de comptables, d'évaluateurs, de fiscalistes, d'avocats. Ce sont des gens à qui on peut référer à nos clients. Et dernièrement, il ne faut pas sous-estimer la complexité d'une transaction. Et on a, en plus des conseillers, on a beaucoup de formations et d'événements qui peuvent aider les gens, autant acheteurs que vendeurs, à aller plus loin dans leur compréhension. Alors, sans plus tarder, je donne la parole maintenant à Jonathan qui va poursuivre la présentation. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci à tous de vous être joints avec nous cet après-midi. Une petite introduction du l'ordre de jour. Je vais entamer les parties 1 et 2, qui va être de définir c'est quoi une acquisition stratégique, ainsi que les avantages majeurs pour les acheteurs et pour les vendeurs. Et ça va être Claude qui va euh, parler des parties 3 et 4, les défis et les meilleures pratiques. Donc, c'est quoi exactement une acquisition stratégique? C'est un achat d'une entreprise privée par une autre entreprise.
dans le but d'obtenir un avantage concurrentiel, surtout à long terme. Donc, ce type d'acquisition s'aligne sur notamment des objectifs commerciaux et opérationnels de l'acheteur. Contrairement aux acquisitions financières, dont je vais parler dans un instant, ce sont des types d'acquisitions qui sont axés principalement sur des rendements financiers. Donc, je continue par présenter 5 caractéristiques principales des acquisitions stratégiques que nous en trouvons pertinentes. Donc, la première, ce sont des synergies opérationnelles. Une synergie opérationnelle désigne les gains d'efficacité et des économies des coûts résultant de la combinaison des activités, des ressources et des processus de deux entreprises suite à une acquisition. Donc, l'acquéreur cherche à améliorer son efficacité en intégrant dans ses opérations sa production et le partage des ressources et à la chaîne logistique de la cible dans ses opérations courantes. La deuxième caractéristique, ça va être l'expansion du marché de l'acquéreur. Donc, l'acquisition va permettre à l'acheteur d'entrer dans un nouveau segment de marché ou de renforcer sa position actuelle dans un secteur existant. La troisième, ça va permettre à l'acquéreur d'avoir accès à des actifs stratégiques. L'entreprise cible pourra détenir, disons, des actifs clés qui ne sont pas facilement accessibles autrement. Donc, un exemple de ces actifs peut être des technologies, des brevets, des marques de propriété intellectuelle, une base de clients existante, de l'infrastructure ou même des capacités de production, parmi d'autres. La quatrième caractéristique que je tiens à mentionner, c'est l'économie d'échelle. Ça permet à l'acheteur de réduire ses coûts unitaires de la production ou augmenter le volume total d'activité et en consolidant les ressources qui va permettre aussi aux clients puis à ses clients de bénéficier d'un prix réduit aussi. Les principaux leviers d'économie d'échelle incluent l'optimisation des coûts d'approvisionnement qui va permettre, comme je viens juste de dire, de réduire le coût unitaire des produits, la mutualisation des capacités industrielles et l'amélioration des processus pour réduire le coût unitaire des produits. Et puis la dernière, ça va être permettre de l'acquéreur de renforcer euh, la, de son positionnement concurrentiel. L'acquéreur peut utiliser l'acquisition comme un levier pour consolider sa position sur le marché en absorbant un cible complémentaire ou concurrente qui va faire en sorte qu'il va réduire sa pression concurrentielle, d'augmenter sa part dans le marché et de diversifier de ses activités. Cela étant dit, je vais illustrer ou expliquer un petit peu plus de manière pratique comment est-ce que ces 5 caractéristiques s'illustrent dans une exemple fictive. Donc, imaginons une PME québécoise qui est spécialisée dans la fabrication des pièces métalliques pour des automobiles. Cette PME désire de renforcer sa production puis de réduire sa dépendance aux fournisseurs externes, disons à cause d'un climat politique et économique. Donc, la PME décide d'acquérir une petite entreprise locale qui produit des composantes en acier qui sont nécessaires à la fabrication de ces pièces d'automobile. Donc, en ce faisant, ça va permettre à cette PME de sécuriser son approvisionnement en matières premières, de réduire ses coûts de production en internalisant une partie de la chaîne d'approvisionnement, d'améliorer ses marges de profit, car elle va réduire sa dépendance aux fournisseurs externes, et finalement de développer des nouveaux produits dans le futur grâce à la capacité de la production de la cible. Donc, dans ce cas-ci, la PME a réalisé une acquisition stratégique qui va lui donner un avantage concurrentiel et aussi de consolider sa contrôle sur sa chaîne de valeur. Une autre type d'acquisition que j'aimerais entamer, c'est une acquisition financière que j'ai mentionnée au début. Et celui-là, c'est motivé sur des raisons financières. Donc, les deux types d'acquisition vont chercher à créer la valeur, mais ça va être l'approche, leurs objectifs et leurs motivations qui vont différer. Donc, c'est quoi une acquisition financière? Les acteurs sont souvent un investisseur ou un groupe d'investisseurs ou ou une institution comme un fonds de capital d'investissement.
Puis le but principal, ça va être d'obtenir un rendement financier, souvent par restructurant la cible, l'optimisant ou même le revendant par la suite après une période en moyenne de 3 à 7 ans. Donc voici un petit tableau qui énumère les critères que vous trouverez dans des acquisitions stratégiques et financières. Donc, une acquisition stratégique, ça va être souvent réalisé par une entreprise qui est opérante dans le même secteur ou un secteur connexe. Et comme j'avais mentionné au début, le but principal, c'est de l'intégrer l'entreprise cible dans sa structure courante, soit opérationnelle, afin d'améliorer son efficacité, son positionnement sur le marché ou sa chaîne d'approvisionnement. Et donc, souvent, ces entreprises vont être de type industriel, manufacturière, technologique ou de services qui vont justement viser à intégrer la cible dans leurs activités existantes. Donc, le but serait de privilégier la croissance à long terme et de prendre avantage des synergies qui existent entre les deux entités. Et donc, pour réitérer, les motivations clés derrière une stratégie, acquisition stratégique sont la consolidation du marché, donc soit éliminer un concurrent ou de renforcer sa part dans le marché, avoir accès à de nouvelles technologies, l'intégration verticale, l'expansion géographique et les économies d'échelle. Et si on passe à les acquisitions financières, euh, les acteurs principaux vont être souvent un investisseur, un groupe d'investisseurs ou un fonds d'investissement pour un durée court terme, donc d'habitude 3 à 7 ans en moyenne. Euh, Contrairement à une acquisition stratégique, l'approche va être pas nécessairement d'exploiter la cible, mais ça va être plutôt d'augmenter la rentabilité et la valeur de l'entreprise pour une revente éventuelle par la suite. Donc, l'objectif principal, ça va être de la rentabilité et de chercher un rendement sur leur investissement. Euh, Ça se fait que l'investissement va se faire peut-être dans des entreprises sous-évaluées ou qu'ils déterminent qu'il y a un fort potentiel de croissance. Il y a aussi la possibilité de conserver l'équipe dirigeante existante, qui n'est pas unique à l'acquisition financière, ça pourrait se faire aussi dans une acquisition stratégique, ou peut-être de même le remplacer pour maximiser l'efficacité. Donc, à quoi s'attendre pour l'année 2025 euh, pour, tu sais, notamment pour les acquisitions stratégiques, les tendances dans le marché? Donc, en 2024, la valeur totale des transactions au Canada s'est augmentée de 51,4 milliards comparé à l'année précédente. Et la portion de ces transactions, euh, la part proportionnelle de fusion-acquisition des sociétés stratégiques comparativement à ceux de sociétés financières pourrait augmenter donc pour la troisième année consécutive. Et la raison, c'est les acquéreurs stratégiques sont susceptibles d'être mieux positionnés pour réaliser des opérations parce qu'ils peuvent en profiter des sources de financement plus diversifiées, privilégier des acquisitions hautement ciblées afin d'augmenter leur compétitivité dans les secteurs de choix. Ça leur permet aussi d'aligner, ça leur donne l'opportunité d'aligner sur les objectifs environnementaux, sociaux et gouvernance et de transformation numérique, ainsi d'assurer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement. Donc, maintenant, au niveau plus micro, au niveau individuel, pourquoi un repreneur, donc un acquéreur, procédera à une acquisition stratégique? Donc ici, on a 7 motivations principales. La première va être l'expansion du marché et de augmenter sa croissance géographique. Donc, une entreprise ou un acquéreur peut utiliser une acquisition pour s'implanter dans un nouveau marché géographique plus rapidement que de développer sa présence à partir de zéro. Donc, ça va leur permettre d'avoir une nouvelle clientèle et adapter à son offre de segment qu'elle ne pouvait pas atteindre auparavant. La deuxième, c'est il pourrait éliminer ou réduire la concurrence. Donc, en achetant un concurrent direct, soit pour réduire la pression concurrentielle sur son marché, ça va lui permettre d'augmenter son pouvoir de fixation des prix,
d'accroître sa part sur le marché et bénéficier des clients existantes qui appartiennent à l'entreprise cible. Il y a aussi la possibilité ou le bénéfice de l'intégration verticale. Donc, l'acquéreur peut acheter, disons, un fournisseur. Donc, ça, on appelle une intégration en amont pour sécuriser son approvisionnement et réduire ses coûts d'achat. Ou ils peuvent acheter un distributeur ou un réseau de vente, ce qu'on appelle une intégration en aval, qui va permettre de mieux contrôler la distribution de ces produits et capturer une plus grande partie de la chaîne de valeur. Euh, Motivation numéro 4, une entreprise peut acquérir une autre société pour élargir son portefeuille de produits et de services et peut-être en même temps de réduire sa dépendance à un segment du marché unique. Donc, ça va permettre de toucher une clientèle différente ou de l'agrandir et puis de diversifier ses sources de revenus. Numéro 5, ça va améliorer la rentabilité au long terme. Donc, en réalisant une acquisition bien ciblée, une entreprise peut augmenter ses revenus et ses marges de profit en réduisant ses coûts. Donc, ça va être de permettre de mieux répondre aux attentes des actionnaires ou assurer une croissance plus stable et durable. On a parlé avant des synergies opérationnelles et d'économies d'échelle. Donc, le but, c'est d'intégrer une entreprise, va le permettre de réduire surtout ses coûts, donc en intégrant la production, la logistique, la distribution et même les ressources humaines. Donc, ça va être partager de l'infrastructure avec la cible, partager des réseaux de distribution et de la clientèle. Et pour aussi, j'ai parlé l'accès à des actifs stratégiques, donc des technologies particulières, une marque forte ou un brevet exclusif qui euh, vont bénéficier de l'acquéreur grandement. Et puis finalement, il y aura un référencement croisé avec des entreprises déjà détenues par l'acquéreur. Donc, ça va permettre d'optimiser les opportunités de vente croisées en différentes entreprises du groupe. Euh, et l'acheteur peut tirer d'une base de clients existante pour justement vendre ses produits différents ou offrir des services complémentaires. Donc, si on reprend le même exemple de la PME spécialisée dans la fabrication des pièces métalliques pour l'industrie automobile en utilisant les principales motivations que je viens juste de mentionner, euh, l'entreprise va chercher à étendre sa présence sur le marché nord-américain et veut optimiser sa chaîne d'approvisionnement. Donc, et actuellement, elle se trouve qu'elle dépend trop des fournisseurs tiers pour des pièces clés. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est en acquérant, comme acquéreur, les motivations de l'acquéreur vont être justement de intégrer verticalement la cible, donc de internalisant la production, disons, des circuits imprimés, qui est un composant clé de ces produits. L'acquisition réduira les coûts d'approvisionnement et donc augmentera en conséquence la rentabilité. Disons que l'entreprise cible est dans une autre province ou même dans la même province qui possède déjà un réseau de clients existantes. Ça va permettre à l'entreprise acquéreur d'élargir son marché. Il y aura des actifs, il y aura accès à des actifs stratégiques. Donc, la cible, disons, détienne un brevet exclusif euh, dans la fabrication des circuits imprimés et ce qui se fait de manière plus écologique. Euh, il y aura, en intégrant avec l'entreprise cible, l'entreprise québécoise va réduire ses risques liés aux ruptures d'approvisionnement, qu'on, qui est quelque chose de- dans les nouvelles qu'on entend assez souvent. Et puis, ça permet aussi de l'acquéreur d'adopter des technologies de l'entreprise cible qui va permettre justement de proposer, disons, des produits plus avancés ou plus attrayants à la clientèle. Donc, dans cet exemple-ci, suite à l'acquisition, l'entreprise va donc réduire ses coûts de production, disons, d'un certain pourcentage, accélérer ses délais de livraison et justement de renforcer sa position sur le marché nord-américain. Et puis en acquérant un brevet, ça va améliorer son image
de marque grâce à une technologie de cette technologie écologique brevetée. Et donc maintenant, du côté du cédant, donc le vendeur, pourquoi euh, un entrepreneur avec qui déjà opère son business aimerait vendre à un acquéreur stratégique? Donc, il y aura aussi cette principale motivation. Donc, le vendeur pourrait chercher souvent à céder son entreprise à un moment où sa valorisation va être le plus élevée. Donc, il va maximiser son retour sur son investissement. Si il se retrouve avec un acheteur stratégique, il pourra obtenir un prix plus favorable grâce aux synergies justement potentielles perçues par l'acquéreur. C'est possible que le vendeur va vouloir monétiser son entreprise pour soit financer un autre projet ou même prendre sa retraite ou même se dégager d'un secteur qui est trop exigeant pour ses activités présentement. Et donc, dans certains cas, le vendeur va vouloir réduire son exposition aux risques liés à l'exploitation quotidienne. Il est possible qu'il y ait des difficultés à soutenir la croissance. Euh, L'entreprise a déjà atteint un maximum avec les ressources qui sont existantes ou même il n'y a pas les ressources à le financer autrement. Donc, il va préférer de céder son entreprise à un acteur plus important et qui pourra assurer la croissance de l'entreprise cible. Numéro 4, une acquisition peut offrir à une entreprise cible des ressources supplémentaires, disons un réseau de distribution plus efficace ou plus large, ou même accès à des nouveaux marchés. Donc, le vendeur peut voir cette acquisition comme une opportunité d'expansion et d'assurer la pérennité de son entreprise. Euh, c'est sur la notion de pérennité, ça permet de préserver l'héritage et d'assurer la continuité de l'entreprise. Donc, particulièrement ceux qui ont entrepris, qui ont bâti leurs entreprises familiales, sûrement ils veulent assurer que la vision et la culture de l'entreprise sont préservées. Et donc, la vente à un acquéreur stratégique qui comprend ces attentes-là peuvent garantir que l'entreprise continue à s'opérer et de prospérer sous une nouvelle direction. Euh, qui est un point connexe, c'est l'acquisition permet de l'acheteur stratégique et aussi pour le vendeur une transition progressive. Donc peut-être le vendeur restera comme conseiller justement pour un certain temps pour assurer une passation en douceur. Donc, au lieu d'une rupture avec les clients existants du vendeur ou avec ses fournisseurs, avec ses employés, ça va assurer une transition plus tranquille. Et, et dernièrement, le rachat par un acheteur stratégique va permettre justement au vendeur peut-être de rester impliqué d'une manière temporaire qui va effectivement assurer une transition en douceur et permettre de les protéger aussi les employés qui sont sûrement peut-être inquiets de leur futur suite à une acquisition. Donc, pour les cédants, je vais aussi illustrer en utilisant euh, la même exemple d'une PME spécialisée dans la fabrication des pièces métalliques, mais de l'autre point de vue. Donc, disons qu'il y a le propriétaire qui souhaite prendre sa retraite et justement, et de se retirer progressivement de la gestion quotidienne de son entreprise. Euh, et bien que l'entreprise soit rentable dans le futur, disons, il y a des manques de capital pour moderniser son usine d'accroître sa production. Donc, justement, il va chercher un acquéreur stratégique pour faire l'acquisition. Et donc, dans ce cas-ci, le propriétaire va chercher à vendre un acquéreur stratégique qui va être capable d'exploiter pleinement la valeur d'entreprise, qui va lui permettre en conséquence d'avoir qui va lui permettre d'avoir un prix de vente plus élevé. L'acquéreur, disons, a des ressources financières et les capacités d'industriel de développer l'entreprise dans le futur, donc assurant sa croissance et sa pérennité. Ça va permettre le propriétaire de négocier un plan de transition, soit il demeure comme consultant ou il va
il va se retirer totalement. Et au niveau du vendeur, il va éviter le risque d'une éventuelle baisse de marché ou d'une concurrence accrue de ses compétiteurs. Euh, Peut-être aussi que la vente va vous permettre euh, d'avoir un retour de son investissement et de justement financer sa retraite. Et très important, de préserver les emplois et la continuité des opérations sous une direction compétente. Et donc, comme résultat, suite à l'acquisition, euh, ça va permettre justement aux vendeurs de l'entreprise vendante de développer grâce à un apport en capital de l'acquéreur. Il va s'intégrer dans une entreprise peut-être plus grande, plus efficace, et le propriétaire du côté personnel va réaliser une sortie avantageuse et assurer une transaction harmonieuse tant pour lui et pour ses employés. Et donc, voici les motivations principales, un résumé en tableau avec tout ce que je viens juste de discuter, et vous aurez accès au PowerPoint par la suite, donc vous pouvez en consulter. Et voici la fin de ma part. Je vais passer la parole à Claude qui va vous parler des défis et les meilleures pratiques euh, dans les acquisitions stratégiques. Merci Jonathan pour la présentation. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler maintenant des défis qu'on rencontre particulièrement en matière de transactions de fusion-acquisition stratégiques. Donc, parmi les défis principaux, c'est pour la réalisation de la transaction, très souvent, ça va être l'écart de valorisation. On la voit souvent aussi en matière financière. Toutefois, on est beaucoup plus dans le cadre financier où va s'appuyer sur les bidas, des choses comme ça. Alors que pour une vente, un vendeur stratégique, ben, c'est toute la vision de grandeur de son entreprise et de la capacité de l'acquéreur à la faire grandir. Donc, la valeur future, il va se baser beaucoup plus sur la valeur future que sur ce qu'on appelle un EBITDA ou quoi que ce soit d'autre. Pour l'acheteur, lui, ben, c'est l'investissement qu'il devra faire dans l'entreprise, justement pour la pérennité de l'entreprise, pour la faire grandir et de l'intégrer dans son système. Donc, c'est une autre vision, c'est moins une vision, je dirais, financière pure et dure, de dire, bon, l'entreprise fait tant de choses, qu'est-ce qu'on va faire pour la faire grandir? Puis on va rajouter des, des processus, des automatisations, des choses comme ça dans l'entreprise. Ici, c'est beaucoup plus, il faut l'intégrer dans un groupe, il faut le faire fonctionner, il faut la rentabiliser parce que ça fait partie de l'ensemble du groupe corporatif ou d'affaires de l'acquéreur. Et pour le vendeur, ben lui, c'est la valorisation pour l'acquéreur, justement. Donc, il y a un écart qui peut être plus important. Autre problème, lorsqu'on achète stratégique, c'est l'intégration culturelle et opérationnelle. Vous avez deux entreprises, surtout lorsqu'on a des concurrents, ils ont beau faire les mêmes choses ou vendre des choses similaires, ben, c'est pas toujours la même façon d'opérer à l'interne. C'est pas toujours la même façon que l'ancien propriétaire avait de gérer ses employés. C'est toujours ce qui fait achoper les transactions en fusion-acquisition, c'est souvent justement l'intégration. Il y a des problèmes d'intégration. On ne s'attarde pas assez de façon préliminaire à comment on va intégrer deux cultures ou trois cultures ensemble pour que ça fonctionne bien. Si on décidait de fusionner ces deux entreprises-là, ben là, est-ce qu'on a besoin de deux foremen? Est-ce qu'on a besoin de deux VP Finance? Est-ce qu'on a besoin de deux gars dans le shop? Qu'est-ce qu'on a de besoin? C'est toutes ces choses-là, il faut regarder, il faut analyser, il faut penser, même plus que lorsqu'on on est un acquéreur financier, parce que l'acquéreur financier, lui, ce qu'il veut, c'est un rendement, c'est je m'achète une entreprise pour moi, ben, j'ai besoin de l'équipe qui est en place très souvent, donc il n'y aura pas vraiment de changement. Dans un stratégique, ben, qu'est-ce que je peux faire comme économie d'échelle? Qui je peux couper, qui je dois garder. Puis des fois, c'est même de son côté qu'il va penser, dire, oh, attention, je suis peut-être mieux avec cette personne-là que mon employé à moi qui est là depuis certaines années. Autre chose qui va s'appliquer un peu plus dans les grandes entreprises, par contre, c'est tout ce qui est contraintes réglementaires et règles de concurrence. Si on prenait deux grandes entreprises qui ont des quasi-monopoles et là, on faisait une fusion ou des acquisitions, ben là, on serait pris à déposer des demandes d'autorisation pour s'assurer qu'on peut procéder. On voit ça souvent là, dans les journaux, des choses comme ça. Ici, on parle plus de PME, de petites entreprises. C'est rarement le cas, mais quand même, si on se trouvait
dans un domaine très, très, très particulier où il y a peu de joueurs, on pourrait quand même se ramasser avec une situation où de quasi-monopole, et là, on aurait un problème. L'autre chose, comme je disais un peu plus tôt, l'intégration opérationnelle. Comment on va opérer les deux entreprises en parallèle? Parce que là, avant, on avait deux patrons, deux entreprises. Là, on a un patron, deux entreprises. Alors, comment on va le faire? Qu'est-ce qu'on va faire? À qui on va déléguer ces pouvoirs-là? Est-ce qu'on a un directeur général qui est capable de faire le travail? Est-ce qu'on doit engager quelqu'un? Ça, c'est des coûts additionnels auxquels il faut penser parce qu'on ne peut pas prendre notre entreprise, puis partir dans l'autre entreprise, puis la gérer, à part si on a déjà quelqu'un qui est capable de la gérer à notre place. Donc, c'est des choses comme ça. Autre chose, c'est si on fait une mauvaise intégration, on a de la difficulté à garder nos employés, on risque de perdre des clients. Exemple, on rentre, on a une compagnie où on a des vendeurs, exemple, on a deux entreprises avec des vendeurs, on dit on va rationaliser les vendeurs, puis on va garder juste nos vendeurs, on va leur donner un plus grand portfolio. Ben, le fait de couper un des vendeurs dans l'entreprise qu'on a acquérie, ou même de notre côté, va peut-être faire qu'on va perdre des clients. Perdant des clients, nos ventes vont peut-être baisser. Si le service n'est pas là ou c'est pas le même service qui était donné antérieurement, ben, il va peut-être avoir une détérioration de la marque de l'entreprise qu'on vient d'acheter. Il faut faire attention, c'est toutes des choses qu'il faut penser d'avant. Autre chose, pour acheter cette entreprise-là, ben, on va souvent aller faire un effet de levier sur notre propre entreprise. Donc, refinancer notre entreprise parce que la banque va nous le demander pour pouvoir faire cette deuxième acquisition-là, pour pouvoir par la suite les intégrer. Cet été, on a fait, nous, chez nous, en fait, ça a été assez drôle parce que c'est la souris qui a acheté l'éléphant. On a deux entreprises qui sont dans le domaine floral. Il y en a un qui est un distributeur et l'autre est un bouquetier qu'on appelle. Ben, il a acheté une entreprise qui faisait les deux, qui est beaucoup plus gros que lui. Et là, on est en train de travailler justement pour cette intégration-là. C'est une très belle entreprise, mais il fallait y penser, puis il fallait penser à la structure. Et on pense déjà à l'après transaction, comment on va structurer tout ça pour être certain qu'on amalgame tout ça, que ça fonctionne bien. Donc, c'est des choses qu'il faut penser d'avance. Le financement, comment on va payer tout ça, parce que c'est toujours les bilans des deux qu'on va regarder ou des trois. Il faut s'assurer que ça fonctionne tout ça. Il faut s'assurer que non plus qu'on ne se retrouve pas avec une problématique financière. Je parlais des gestions des ressources humaines un peu plus tôt, fuite des talents. Est-ce qu'on va avoir des gens qui vont quitter? Est-ce qu'il y en a des vendeurs qui vont quitter, qui vont aller ailleurs? Est-ce qu'on va avoir notre gérant excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire, mais les gens qui gèrent notre entreprise avec nous vont partir. Est-ce que notre VP qui travaille avec nous depuis 25 ans va s'en aller, puis malheureusement, on va perdre la moitié de notre know-how, comme on dit en anglais, ou de notre clientèle parce qu'il est parti ailleurs. Euh, Est-ce qu'on va être capable de mettre nos synergies, nos idées qu'on avait mis en place en se disant, ben, il va y avoir des synergies, on va faire des économies d'échelle, des choses comme ça. C'est toutes des choses qu'il faut analyser plus que dans une entreprise, je dirais, où on achète pur et dur un bilan financier et qu'on va opérer cette compagnie-là. Là, on parle on opère soit verticalement ou horizontalement des entreprises. Est-ce qu'on les met ensemble, on les garde séparés? Est-ce qu'on c'est par rapport à notre chaîne de fourniture, des choses comme ça? C'est toutes des choses qu'il faut analyser beaucoup plus que dans un autre cadre où on opère une entreprise. Si on en opère deux en parallèle, peut-être même trois ou quatre. Oups, désolé. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'atténuer ces risques-là? Eh bien, ce qu'on doit faire, règle générale, ça va être de faire une vérification diligente un peu plus approfondie. Pourquoi un peu plus approfondie? Ben, c'est aller chercher le plus loin possible l'information par rapport à les fournisseurs, notre clientèle, nos employés. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise? C'est pas simplement dire cette personne-là a gagne tant, a fait telle chose, est spécialisée dans telle chose, c'est un vendeur, il a un portfolio de temps. Il faut aller plus loin que ça. Il faut comprendre ces gens-là. Il faut savoir c'est qui ces gens-là parce que c'est le cœur même de l'entreprise qu'on achète. Et là, c'est des deux côtés qu'il faut le faire. On fait notre vérification diligente au niveau de qui on achète et on va faire notre vérification diligente de notre côté aussi, qui on a chez nous. Pas juste pas parce que Stéphane travaille pour nous depuis 20-25 ans que c'est le gars qui va prendre la place du VP, là. Des fois, il faut faire attention, il faut regarder, est-tu vraiment bon à faire ces choses-là ou est-ce qu'il va être capable? Il est peut-être bien bon à faire ce qu'il fait, seul dans son bureau. Est-ce que tu vas lui donner à gérer une dizaine de gars, une vingtaine de femmes? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces gens-là?
Ça fait partie de ta vérification diligente, là. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos entreprises? Comment on va les faire fonctionner demain matin? Donc, à partir du moment qu'on a décidé ça, comment on le fait? C'est quoi notre stratégie d'intégration? C'est quoi planifier notre intégration culturelle? C'est quoi la culture de l'autre? C'est quoi notre culture? Comment on fait pour marier les deux ensemble? Comment on intègre nos opérations? Qui on coupe ou on coupe pas? Est-ce qu'on rajoute des gens? Qu'est-ce qu'on va opérer? Comment on va le faire? S'il y a une meilleure technologie, est-ce qu'on l'intègre chez nous ou on garde notre vieille technologie parce qu'on est habitué? Comment nos gens chez nous vont réagir lorsqu'on va arriver? On va dire, regarde, on change notre système comptable. Je peux vous dire qu'il y a bien des places que si vous arrivez avec un changement de système comptable ou de fonctionnement, ça va être la guerre, là. Vous allez avoir de la misère, ça va être la catastrophe. Donc, c'est des choses à penser, là. C'est trop facile de dire, ah, ben, chez nous, ça a tout le temps été de même, ça fait 25 ans qu'on fait ça de même. C'est fini, ça. Vous êtes en 2025, il faut avancer. Vous avez acheté un target, il faut avancer, il faut le faire, il faut que ça fonctionne. Comprendre comment on va le faire. Comment on va retenir justement des gens qui travaillent chez nous, qui travaillent chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ça, là, c'est beaucoup de travail que souvent on ne fera pas parce que dans une financière, une acquisition financière, on n'a pas besoin de le faire. On va le faire, mais de façon superficielle, parce qu'on se dit, dans le fond, ces gens-là sont là, on va les garder, puis au bout d'un certain temps. Mais là, quand on a deux entreprises qu'on veut fusionner ensemble, qui sont des stratégiques, qu'on doit opérer ensemble, il faut comprendre tout ça pour être capable de faire fonctionner ça. C'est pour ça que souvent, ce qu'on va faire, on va parler avec des spécialistes en intégration, des psychologues industriels et organisationnels. On va faire des rencontres. Il va y avoir des meetings avec les employés, avec nos employés aussi, pour comprendre notre structure complète de ressources humaines, comprendre comment ça va fonctionner. On va avoir des gens spécialistes en, en gestion des chaînes d'approvisionnement, en usine, comment ça fonctionne, c'est quoi les équipements, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut rationaliser, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ces choses-là, ce sont toutes des choses qu'il faut penser d'avance avant de faire notre transaction. Donc, après ça, les risques juridiques. Est-ce que l'entreprise que j'achète, justement, dans un domaine de concurrence, je vais me retrouver avec des problèmes? Est-ce que les produits que moi je vends, généralement, je suis autorisé par les marchés financiers? Est-ce que je dois m'assurer que celui qui vend des produits similaires ou qui est mon fournisseur, j'ai un problème ou pas avec lui? Vous avez sûrement vu, il y a des gens, on est obligé de faire des déclarations, savoir si un de nos fournisseurs en Chine, au Bangladesh, au Sri Lanka, emploie des enfants. Ben, c'est des choses qu'il faut regarder, ça. C'est des analyses. Il faut aller plus loin maintenant, là. C'est plus juste dire, ben, j'achète une entreprise qui rapporte tant. C'est fini, ça. Vous avez une entreprise qui peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact sur votre propre entreprise, personnellement, par la suite. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut regarder. Donc, il faut prendre l'évaluation des synergies aussi, s'assurer, y a-t-il des véritables synergies? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on comprend bien dans quoi on s'embarque? Et c'est quoi notre but? Parce que là, notre but, là, c'est pas du financier de 3 à 7 ans, comme Jonathan disait. Là, vous avez une entreprise que vous allez peut-être vouloir valoriser avec la vôtre pour la faire grossir pour, dans 10, 15, 20 ans, la revendre. C'est pas juste, je fais un investissement demain matin, c'est comment je fais pour rentabiliser tout ça. Donc, il faut voir une gestion des changements, communication transparente très importante avec le vendeur, avec ses employés, avec vos employés. C'est là où il faut être certain que tout le monde est avec vous. Puis, il faut aussi, bien sûr, dans toutes les transactions, éviter l'excès d'endettement. C'est trop facile d'emprunter, de réemprunter pour penser qu'on va réussir à avoir un coup de circuit. Il faut s'assurer que ça va fonctionner correctement et qu'on n'aura pas de problème de surendettement parce que si on se ramasse avec une situation comme M. Trump nous arrive, ben là, on va se ramasser que notre coût, finalement, va augmenter de 25. Tout le monde dit que c'est les Américains qui vont payer. Ben, je vous parie que demain matin, ce qui va arriver, vous allez avoir des baisses de vos ventes. J'ai déjà des gens, moi, avec des avocats avec Ontario avec qui je travaille, les gens vendent du raisin qui vient de Californie. Ben, devinez quoi? Ces clients sont pris avec les caisses de raisin. Ils sont pas capables de les vendre parce que les gens veulent plus acheter, Canadiens veulent plus acheter américains. Là, on se ramasse dans une drôle de situation où le marché est en train de changer à cause de ça. Vos analyses que vous allez devoir faire pour les acquisitions stratégiques aussi pour justement analyser ces impacts-là demain matin, puis comment ça va fonctionner. C'est tout ça qu'il faut regarder. Donc, l'endettement, la structure, les synergies, les ressources humaines, beaucoup plus important que dans un dossier de simplement acquisition financière. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Michel? Claude, merci Jonathan de la firme de Dunton Rainville. Alors on va, le temps file, il reste moins de 20 minutes.
Chantal, est-ce qu'on a des questions? Oui, on a reçu quelques questions. Je vais commencer avec la première question. En fait, la même personne a posé deux questions. Oui. La première, c'est quelle est la différence entre l'acquisition d'une entreprise et l'acquisition d'un fonds de commerce? Puis la deuxième est quelles sont les obligations financières et légales du vendeur envers le repreneur dans le cas de la vente d'une entreprise, dans le cas du fonds de commerce? On OK, va y aller par Claude, tu y vas? ouais, je vais y aller, mais on va commencer, on va différencier l'une de l'autre, là. Oui. Donc là, juste me répéter la première question, c'était quoi? Une acquisition d'une entreprise, l'acquisition d'un fonds de commerce? Oui, la différence entre les deux. Ben, il n'y a pas de différence. Une entreprise, en fait, la définition d'une entreprise, c'est l'opération. Un fonds de commerce, c'est l'opération. Comme tel, le fonds de commerce, c'est le vieux terme, si on veut. Le fonds de commerce, on achetait un fonds de commerce qui était finalement une entreprise. J'achète, je sais pas, moi, un quincaillier. L'achalandage. C'était à L'achalandage. l'achalandage avec les meubles et le mobilier, puis je repartais à mon nom ou je partais sur une compagnie. La différence, en fait, entre une vente d'entreprise, elle se fait plutôt, est-ce que j'achète les actifs, donc l'opération, l'achalandage, la clientèle, les contrats, ou j'achète la compagnie qui intègre l'entreprise, qui opère l'entreprise. Donc, la compagnie, c'est la coquille. J'achète donc des actions. Le fonds de commerce, c'est des actifs. L'entreprise, c'est des actifs. Elle est là, la différence. Deuxième question, c'était quoi? Oui, c'était les obligations financières et légales du vendeur envers le repreneur dans le cas de l'achat du fonds de commerce. Ben, ça dépend de la transaction. Je veux dire, les obligations du vendeur, vous avez le repreneur, ça va dépendre de ce qui est marqué. Est-ce que, exemple, on fait une acquisition avec, je vais vous donner un exemple, avec une acquisition où il y a une partie du fonds du prix d'achat des actifs qui est basée sur la rentabilité de l'entreprise. Bon, oui, le vendeur pourrait avoir des obligations en ce sens que le vendeur pourrait s'être engagé dans ses représentations à dire, ben, mon entreprise, depuis les 10 dernières années, a une augmentation de profit de temps par année. Bon, une belle vente, c'est le fun. L'acheteur va acheter ça, puis il va dire, parfait, mais moi, si j'ai pas ces ventes, je vais te payer plus cher que l'autre parce que tu me garantis qu'à tous les ans, depuis 10 ans, tu augmentes de 5 tes ventes à tous les ans. Qu'est-ce qui arrive si, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans qui viennent, les ventes diminuent? Ben là, le vendeur pourrait être tenu à rembourser ce qu'on appelle en anglais un reverse earn-out. Autrement dit, notre 5% a diminué, ben, notre pourcentage qu'on avait reçu qui était établi sur l'augmentation de valeur future, ben, je suis obligé de le rembourser. Ça peut être ça. Ça peut être, tu me vends des contrats, tu me dis que les contrats sont en béton, que personne ne peut les briser. Ben, si quelqu'un casse le contrat, ben, je peux me retourner de bord et te demander de me rembourser une partie du prix d'achat ou te poursuivre pour de fausses représentations. C'est un peu ça. Mais ça, c'est établi généralement dans la documentation juridique d'acquisition, là. Ça fait partie des négociations, là. Où ça sort dans le due diligence, Claude? Ben, ça va sortir dans le due diligence généralement, puis c'est là où ça va se négocier, là. Tu sais, je veux dire, à part ça où j'ai acheté le fonds de commerce, les employés sont venus avec, les employés n'étaient pas payés par le monsieur ou la madame qui les employait, ben là, c'est le vendeur qui va être tenu effectivement à payer les sommes dues à ces employés-là, parce que toi, quand tu vas les opérer, tu vas les employer, tu ne voudras pas avoir à repayer ce qui leur est dû, à part si c'est cumulé au bilan, puis que tu as toutes les sommes des vacances cumulées, etc., etc., là. C'est tout ça à négocier, mais ça fait partie justement de la vérification diligente, puis de la mise en place, puis du contrat négocié, là. Parce que la question est un peu large, est un petit peu large, hein, comme. Très large. Autre question? Oui, autre question. Un acquéreur stratégique a-t-il tendance à payer un multiple plus élevé à l'achat X et EBITDA qu'un financier? Ben, en fait, oui, parce que pour lui, c'est une acquisition qui va lui rapporter au total sur l'ensemble de sa structure. Il va vouloir l'acquérir, premièrement. C'est sûr et certain que lui, pour lui, c'est un target, là. C'est vraiment stratégique. C'est pas simplement une EBITDA là, en disant, ben moi, ça me rapporte tant, puis j'ai un blue chip, puis ça va être correct, là, puis ça va nous rapporter tant pendant tant de temps. Le but, c'est de dire, moi, c'est la valeur de la propriété intellectuelle, la valeur de la structure, la valeur de l'entreprise intrinsèque qui m'intéresse pour aller faire une acquisition parce que ça vient me compléter. Donc, lui, il va être prêt à aller plus loin
que la personne qui est simplement un financier qui va dire, moi, j'achète une entreprise, puis moi, c'est le type d'entreprise que je cherche avec tel rendement. Puis on voit ça souvent, je cherche une entreprise avec tant de rendement. Il peut vendre des pneus, il peut être dans le domaine de la peinture, il peut ramasser des bouteilles, ça peut être n'importe quoi. Tant qu'il y a tant de rendement, nous, on est acheteurs. Alors qu'un stratégique va dire, ben moi, j'ai besoin de quelqu'un dans ma chaîne d'approvisionnement ou je veux quelqu'un qui est déjà établi dans la région du Saguenay parce que j'essaye de percer le Saguenay puis je suis pas capable depuis des années. Comme nous, je dirais chez Dunton Rainville, des acquisitions stratégiques seraient d'autres cabinets d'avocats dans d'autres régions où on n'est pas. On est déjà dans cette région, mais exemple, on voudrait être à Québec, ben, pour nous, ça serait une acquisition stratégique, percer le marché de Québec. Donc, Donc, on serait prêt. ça vaut plus cher, c'est ça. Ça vaut plus cher, effectivement, qu'un bureau Oui. de comptable qui dit, nous, on cherche des bureaux d'avocats parce qu'on va avoir des bureaux d'avocats maintenant, puis qui sont établis par a fait ça. Donc, il achète des bureaux d'avocats. Donc, c'est différent, là. Merci. Autre question? Oui, prochaine question. Comment initier une intention d'acquérir une entreprise si celle-ci est un concurrent? Ah, Ben, ouais. aussi fou que ça a de l'air, aussi fou que ça a de l'air, là, c'est assez simple. Les En gens ont peur, parler. ils ont toujours peur, mais le principe est assez simple. Tu prends le téléphone, puis si tu le connais, tu Ouais. vas t'asseoir avec. Tu t'assois avec la personne. Ça, c'est comme je dis souvent aux gens, les gens ont peur de ça. Vous voulez vendre votre entreprise? Ben, faites-le savoir. Comment voulez-vous savoir que les gens vous acquièrent si vous ne le dites pas à personne? Ben, Ben, Claude, tu sais, des fois qu'ils se connaissent tellement qu'ils ne veulent pas se parler. ah non, mais Parce que, c'est ça, ils ont peur. mais là, ça prend un intermédiaire. Ben oui, parce que là, à ce moment-là, si on a trop peur, ben on dit à quelqu'un du CETEC comme Michel, Michel, prends le téléphone, appelle donc mon concurrent, dis que je suis intéressé par son entreprise, t'es pas obligé de dire que c'est moi, puis regarde, tu sais, tente-le, voir qu'est-ce que ça a de l'air. Ben, le bon vieux principe, c'est ça. Il faut que quelqu'un communique avec le vendeur, ou même avec l'acheteur. Souvent, c'est le contraire. Oui. Donc, Autre question? Merci, Claude. Prochaine question. Y a-t-il des précautions particulières, des points d'attention dans le cadre d'une acquisition stratégique d'une entreprise canadienne au Québec par des investisseurs étrangers, une PME étrangère? par une PME étrangère. Bon, il y a des règles, premièrement, sur les investissements étrangers au Canada, là. Il faut toujours vérifier ces clauses-là si un investisseur étranger vient au Canada pour acquérir une compagnie canadienne. Donc, il y a une loi, il y a des lois là-dessus qu'il faut Ça prend un s'assurer. avocat. Ça prend un avocat. La première affaire, c'est appeler un avocat. C'est sûr et certain que c'est la première chose à faire si c'est un acquéreur stratégique ou même financier étranger qui veut venir s'établir ici ou qui veut une entreprise pour percer le marché canadien ou même ça arrive souvent que c'est le distributeur de la compagnie étrangère qui va arriver, il va dire, moi, là, je suis prêt à t'acheter parce que tu distribues en Amérique du Nord, j'ai besoin d'une porte d'entrée en Amérique du Nord parce que je veux vendre et je veux augmenter mes ventes en Amérique du Nord. Puis tout était au Canada, j'avais un distributeur aux États-Unis, mais je veux rentrer. Mais ça, une acquisition de ce type-là, ben, c'est ça. Il y a des règles à vérifier au niveau de la concurrence, puis les investissements étrangers, et il faut s'assurer qu'on respecte ces règles-là. C'est pas super compliqué. Il faut juste s'assurer de pas être dans le trouble, donner généralement des formulaires à envoyer. Parfait. Prochaine question. Le vendeur perd-il son statut d'administrateur lors d'une vente-fusion? Pas nécessairement. Ça fait partie de la transaction puis de la négociation. Il va y avoir des cas où on va tout simplement vouloir garder la personne qui est en poste un maximum de temps. Des fois, dans les financières, je vous dirais, les transactions financières, ça va être plus court, règle générale. À part si on a vraiment des investisseurs, des privés, là, que c'est un groupe d'investisseurs, ils veulent un opérateur, mais souvent, ils vont vouloir mettre leur propre opérateur, comme un employé, si on veut, qui va gérer pour eux, là. Mais dans un stratégique, je vous dirais que ça va arriver. Oui, on va le garder. Pourquoi? Parce qu'il y a la question de la synergie, il y a la question de la culture, il y a la question de comment on va faire fonctionner tout ça pour que ça avance, comment on va marier les deux entreprises. Donc, souvent, on va avoir effectivement des cas où on va garder l'ancien président de l'entreprise, on va le racheter totalement ou partiellement, puis on va le faire travailler avec nous. Surtout si on est plus gros que lui, on va lui offrir à ce moment-là, dire une partie de sa retraite. Regarde, reste avec nous 5 ans, continue à travailler,
fait fonctionner l'entreprise, puis nous, plus tard, on va, tu prendras ta retraite dans 5 ans, il y aura une transition, puis on aura grossi, puis tu pourras, comme on dit, chipper in dans le futur de l'entreprise. Donc, c'est des choses comme ça qui se font. Claude, sous-question de ma part, est-ce qu'il y a un lien avec la balance de prix de vente puis le siège d'administrateur? Il peut arriver que oui, parce que là, ça va être le vendeur qui va dire, moi, tant aussi longtemps que je ne suis pas payé, je veux rester administrateur, je vais avoir accès aux chiffres. Ouais, Je ouais. ne veux pas nécessairement être. C'est usuel? Ça arrive assez souvent, je dirais. Il y en a de OK. plus en plus parce que les vendeurs sont pris de plus en plus avec des balances de prix de vente parce que la banque demande une balance de prix de vente. Donc, les gens essaient de se protéger. Puis le moyen de se protéger, c'est de dire, regarde, moi, je vais rester administrateur. On va avoir une convention d'actionnaire. Je vais garder une action X, Y, Z, juste pour dire que je suis actionnaire. Puis tu auras l'obligation de me tenir administrateur, tenu au courant de ce qui se passe. Je ne prendrai pas de décision. Mais à la fin de Mais la journée, qui dit administrateur, tu viens de dire un mot magique. Je prends plus de décision, mais je suis au courant de ce qui se passe. exact, OK. exact. Prochaine question. Oui, Est-ce qu'il y la en a d'autres? prochaine. Oui, il y en a d'autres. Comment un acquéreur peut-il assurer que les synergies prévues se concrétiseront après l'acquisition? Ben, si vous avez une boule de cristal, c'est la façon de Oui. faire. Moi, j'en ai pas. Malheureusement, c'est de Moi non plus. l'analyse. Moi non plus. Il faut analyser vraiment votre marché. Il faut analyser l'entreprise dont vous faites l'acquisition. C'est beaucoup de travail en amont pour vous assurer que ce que vous faites va fonctionner. C'est certain que si vous achetez, nous, on a travaillé dans des entreprises de matière pétrolière, domaine pétrolier, euh, c'est toujours la même chose. Je veux dire, tu achètes une station-service, tu en achètes 50, tu en achètes 100, c'est le même modèle. C'est toujours la même affaire que tu répètes parce que tout le monde a le même modèle. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Mais quand tu tombes dans une petite entreprise avec beaucoup d'employés, là, ça peut devenir plus difficile parce que justement, la question de culture, la question de synergie, la question d'entreprise, la question de géographique, il y a plein d'éléments extérieurs qui fonctionneront peut-être pas. Tu sais, dans le domaine des stations-service, c'est assez facile. Tu as un opérateur qui va l'opérer sur ta bannière ou la bannière que tu as achetée. Non? C'était la même affaire avant avec l'autre qui était là avant toi. Donc, c'est assez simple. Donc, c'est vraiment chaque domaine et chaque entreprise qu'on acquiert, c'est l'analyse qu'il faut faire. Merci. Prochaine question. Quelle est votre position face au sweat equity? Excusez l'anglicisme. Est-ce Souhaite, populaire le taux de succès? le sweat equity. Ben, ça, en fait, ce qu'on appelle finalement l'investissement en nature où la personne travaille puis reçoit des actions. Bon, euh, encore là, ça va dépendre. Ça va dépendre de la transaction, c'est quel genre de transaction vous faites. Puis quand on parle d'investissement en nature ou soit l'equity, c'est qui? C'est qui l'investisseur là, qui va Qui recevoir de l'offre? l'action, là? C'est qui qui Il fait l'offre, quoi, ça? lui? Ouais, Oui, c'est ça. C'est-tu le c'est-tu le patron qui vendeur reçoit ou un de ses l'acheteur? employés? C'est-tu l'acheteur qui dit, ben regarde, je vais te donner X, puis dans le futur, je vais te donner Y si tu continues à travailler pour moi? Il y a beaucoup d'éléments à comprendre là, en arrière de est-ce que c'est très populaire ou ça se fait? Oui, ça se fait. J'ai vu des dossiers avec n'importe quoi dedans. Puis oui, il y en a. J'ai un partenaire, il arrive avec des connaissances, puis ça, je l'ai vu souvent aussi. Bonjour, j'arrive avec des connaissances. Toi, tu es un financier, mets l'argent, moi, je vais te donner mon temps. Soit l'equity, mais je vais avoir 50% de la compagnie. Oui, ça se fait. Je vous dirais que la plupart des gens qui sont dans le financement que je connais vont dire non. Pourquoi? Parce que moi, je mets de l'argent, puis toi, t'en mets pas. Donc, ça dépend vraiment. Je vous dirais qu'à l'intérieur d'une entreprise, oui, ça va se faire. Je veux un junior qui va prendre ma place dans le futur. Tu vas travailler fort, puis je vais te donner des actions au fur et à mesure que ça va avancer, puis que tu vas bien travailler fort, puis tu vas mettre tes efforts aux bonnes places. Puis oui, ça va se faire. Si je peux compléter, Claude, on peut parler, dans le fond, on va le nommer, c'est des employés clés qui peuvent prétendre à. Les cas que j'ai vus, moi, on dirait que dans le temps s'installe, c'est pas représentatif, là, un sentiment d'iniquité de celui qui a mis de l'argent versus celui qui en a pas mis. Fait que ça peut revirer en chicane. Je te dirais des deux sens. Oui, Des deux sens. Autant la personne qui travaille fort va dire pourquoi moi? Je travaille comme un fou alors que le patron il est sur son bateau avec sa femme. Puis que moi, je travaille le soir, puis je travaille les fins de semaine pour gagner mes actions. Et autant le patron qui dit,
c'est moi qui ai bâti l'entreprise. Pourquoi j'y en donnerais une partie alors qu'il ne fait que travailler et qu'il est mon employé? Donc, effectivement, c'est une problématique. Et j'ai vu ça, puis on voit ça souvent dans les management buyouts, d'ailleurs, en passant, hein. Souvent, j'ai vu ça. Moi, j'ai eu une transaction que j'ai été obligé de renverser. Deux employés de 10 et 15 ans chez mon client, ses meilleurs employés, il les a rentrés dans la participation. Un mois et demi plus tard, je renverse la transaction, je suis pris. C'est dangereux. Je dirais que Ouais. je pourrais dire ça. Autre question? Oui, je ne sais pas si vous pourrez avoir la réponse. Quelqu'un nous demande à l'œil comme ça au Québec, sur 100 transactions, combien financières, combien stratégiques? Ouf. Oh, ça, j'ai pas ça, Ça dépend de la malheureusement, là. grosseur Au des... Québec comme tel, là, mais il faudrait regarder les statistiques, là, je peux pas vous dire, parce que je pourrais vous dire qu'il y en a beaucoup, il y en a plus qu'il y en avait, il y en a quand même beaucoup, mais la problématique, c'est que je pense pas qu'il y a de statistiques comme telles pures et dures qui différencient les acquisitions. On va avoir des acquisitions. Dans ça, les analyses vont venir nous dire qu'il y en a plus que X, moins qu'Y, mais au Québec comme tel, pur et dur, je peux pas vous donner le chiffre. On Peut-être ne sait en pas. faisant de la recherche, On ne sait pas. je peux peut-être le trouver, là, mais puis ça Parfait. va toujours avec Flavor of the Day, là, qui veut Oui. acheter quoi, là. Tout à fait. Probablement une dernière question, je regarde l'heure. Du point de vue du vendeur, quelles sont les meilleures stratégies pour maximiser la valeur de l'entreprise avant une vente pour garantir une transition fluide pour ses employés et ses clients? Ben, c'est certain pour le vendeur, la meilleure stratégie pour donner une valorisation, c'est premièrement préparer sa vente. C'est comme dans toute chose. Vérification diligente, monter déjà sa voûte, monter la documentation, s'assurer que les états financiers sont représentatifs. S'il y a des problèmes légaux, s'assurer qu'ils sont réglés. Problèmes environnementaux, s'assurer qu'il n'y a pas de surprise. C'est avoir l'ensemble de l'information nécessaire et requise pour faire une transaction, s'assurer que l'équipement est à jour, entretenu, des choses comme ça. Euh, Trop souvent, moi, j'arrive dans des transactions où là, bon, on a vu les états financiers, vite, le client, l'acheteur est en amour, va acheter l'entreprise, fait la lettre d'intention et on commence la vérification diligente. Mais là, le temps passe parce que la documentation, on ne l'a pas. Ce document-là, on ne l'a pas. On ne l'a plus. On ne sait pas c'est où cette licence-là. On a perdu telle chose. On est supposé avoir un brevet, mais on ne le sait pas. Il est-tu enregistré? Ça, là, ça, l'engouement diminue avec le temps. Si vous arrivez, puis elle est, je vais pas dire, c'est comme une fiancée, vous voulez vous marier, ben, la fiancée, il faut qu'elle soit belle. Il faut qu'il soit beau. Donc, il faut le mettre beau, il faut la mettre belle. Comme ça, l'acheteur va dire, waouh, j'ai une belle entreprise que j'achète, bien montée, bien organisée. Le gars, il rentre dans le shop en arrière, il y a 4 pouces de suie à terre. Je vous garantis qu'il va trouver ça moins intéressant que quelque chose qui est nickel. Donc, c'est ça, là. C'est aussi fou que ça. C'est pas juste des chiffres. Vous faites affaire avec des humains, là. C'est des humains qui achètent, c'est pas des robots. Si je peux compléter, Claude, moi, je vois beaucoup d'entreprises à vendre au CETEC, là. Ça prend des entreprises profitables. Bon, OK? Les entreprises break-even n'attirent pas grand monde. Euh, Ça prend une équipe. Puis si vous êtes dans un secteur où toute votre compétition a des systèmes ERP puis automatisés, il faut que vous l'ayez fait vous autres aussi. Sinon, le monde pose des questions. Bon, on est rendu à la fin. Claude Pellerin, Jonathan Coif, vous avez leurs coordonnées. Si vous voulez me parler, vous pouvez trouver mon courriel, mon numéro de téléphone sur le site web du CETEC. Merci beaucoup encore une fois, Claude et Jonathan. Je rappelle le sommet du repreneuriat le 15 et 16 avril prochain au Palais des Congrès. Les détails sont sur notre site web, encore une fois. Euh, Chantal va vous envoyer un court sondage pour avoir votre appréciation de la présentation aujourd'hui. Merci aux participants, merci aux panélistes et je vous dirai bien, à la prochaine. Merci, bonne journée. Merci, au plaisir. Merci. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir.